Les discussions, le sommet qu'on a eu en Suisse, pas très loin de chez vous d'ailleurs, les deux parties se sont retrouvées et il semble que d'après ce qu'on entend du côté iranien comme du côté américain, l'ambiance était plutôt positive. Ce n'était pas du tout le cas hier. Hier, c'était le chaos total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La façon dont le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé, et puis il y a eu cette publication de Trump sur son réseau social, où il disait que si l'Iran soutenait le Hezbollah, il allait les bombarder à nouveau, encore plus fort que la semaine dernière. Voilà, c'était ce genre de rhétorique. Ensuite, les Iraniens ont dit qu'ils allaient se retirer de tout ça, parce que Donald Trump violait la première clause du protocole d'accord. Non seulement il menaçait, mais il aurait aussi intimidé les membres de la délégation iranienne. Pour les Iraniens, c'était la ligne rouge. C'est pour ça qu'ils ont voulu partir. Puis, il y a eu la médiation du gouvernement pakistanais avec Asim Munir, le maréchal en chef du Pakistan. Il a essayé de gérer la situation, et ça a fonctionné. Les deux parties ont négocié. Aujourd'hui, elles ont quitté la Suisse. Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, les équipes techniques, comme l'a souligné Jody Vance, sont restées sur place et continuent de discuter entre elles. Parce que, dans les 60 prochains jours, elles doivent parvenir à un résultat. Ils doivent voir une forme de résultat positif sortir de cette négociation, de ces discussions directes entre les deux parties. Et la question de fond, Elijah, reste celle du Liban. Mais avant d'en venir à ce point, avant d'aborder le cas du Liban, qui est vraiment crucial, on a eu cette information de dernière minute. Scott Bessent, comme premier signe de la négociation, a indiqué qu'il avait donné son feu vert au pétrole iranien pour une suspension des sanctions pendant 60 jours. Donc pendant 60 jours, ces deux équipes techniques échangent, communiquent et les sanctions sont levées ou suspendues. Quelle est selon vous la signification de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Eh bien, je pense que la question la plus cruciale que vous abordez aujourd'hui, c'est celle du Liban. Mais avant de parler du Liban, il est important que le public comprenne que le président Trump et les Iraniens ne s'adressent pas aux mêmes interlocuteurs. Quand je dis différents interlocuteurs, je parle ici du peuple iranien, d'un côté, et de Donald Trump, du peuple américain, surtout de ceux qui s'opposent à l'accord, de l'autre. Ensuite, les Iraniens doivent parler aux Libanais, mais de manière indirecte. Ils doivent donc faire passer ces messages quand ils se sentent menacés. Quand Donald Trump dit « Je vais vous bombarder, je vais relancer la guerre ». Et si vous faites ceci, ou que vous ne faites pas cela, ou que vous ne parlez pas au Hezbollah, alors ils partent, parce qu'ils veulent envoyer un message de puissance, de force. Ils n'ont pas peur de refaire la guerre pour le Liban, comme ils l'ont déjà fait. Donc ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas du théâtre. Ils l'ont déjà fait, mais ils doivent faire passer le message. Et Donald Trump, lui aussi, doit faire passer un message aux Israéliens. Parce qu'il met la pression sur Benjamin Netanyahou, sur la société israélienne, sur les opposants de Netanyahou et sur ses alliés. Il a tellement de fronts à gérer en Israël, à cause de la décision des Américains de négocier sans qu'Israël soit autour de la table, et même en son nom. Donc il doit faire passer un message. Par exemple, quand il dit « Je vais demander aux Syriens de s'occuper du Hezbollah », il sait très bien que les Syriens ne sont pas capables de s'occuper du Hezbollah. Mais ce qu'il dit en réalité aux Israéliens, c'est « Vous, sortez, et ensuite je m'occuperai du Hezbollah. Je m'occuperai de vos problèmes. » Ce genre de messages, en fait, ne sont pas adressés à la table des négociations en Suisse. Ils sont destinés à tous les acteurs extérieurs. Et c'est pour ça qu'on voit les Iraniens partir. C'est pour ça qu'on voit Donald Trump menacer la délégation, aller jusqu'à parler de l'assassiner.
parce qu'il a déjà essayé par le passé d'attaquer l'Iran et il l'a fait 2 fois pendant les négociations. Donc pour les Iraniens, c'est un vrai déjà-vu. Les gens disent « on te l'avait dit, n'y va pas, et maintenant il va te tuer avant même ton retour ». Et Donald Trump n'est pas digne de confiance. Mais comme vous l'avez dit, l'équipe technique est là, des 2 côtés. Et c'est justement cette équipe technique qui va démonter tous les petits détails et les remettre ensemble. Mais surtout, la présence du Qatar et du Pakistan est importante. Le Qatar, lui, a l'habitude de ce genre de dossier. Ils ont déjà essayé de gérer les relations entre les talibans et les Américains. Ils ont l'habitude de traiter avec l'Afrique, avec les Américains, et de jouer les médiateurs dans de nombreux conflits. Donc ils comprennent très bien. D'ailleurs, ce sont eux qui ont proposé de mettre en place des cellules de désescalade sur plusieurs dossiers, parce qu'ils savent que le danger vient d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Le premier paragraphe mentionne le Liban à 3 reprises, et les Iraniens en parlent aussi. Mais il y a un autre point que beaucoup ne remarquent pas. Le Liban est cité 3 fois, oui, mais il y a aussi un autre sujet évoqué sur tous les fronts au Moyen-Orient, et ils parlent de quelque chose qu'ils aborderont plus tard, le Yémen et Gaza. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on s'occupe du premier problème, le plus urgent, parce que les Israéliens sont à l'intérieur du Liban. Ils attaquent le pays chaque jour, refusent de se retirer, se débattent avec l'idée même d'un retrait et continuent de détruire des maisons et des villages libanais. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Donald Trump considère le Liban et Benjamin Netanyahou comme un fardeau pour le projet américain au Moyen-Orient. Donald Trump veut arrêter la guerre. Est-il digne de confiance? Absolument pas. Parce que comme on l'a vu, il se réveille le matin et veut de nouveau bombarder l'Iran. Il ne veut pas leur donner une chance et il ne veut pas respecter l'accord. Et même si c'est écrit dans les 14 points qu'il ne peut pas menacer l'Iran, qu'il ne doit pas y avoir de menace entre les 2 parties, qu'il doit y avoir un échange, eh bien, il a violé ces 14 points avant même de les appliquer. Comme je l'ai dit, il y a différents messages qui doivent partir dans différentes directions. Mais le Liban devient un fardeau et on peut parler de pourquoi c'en est un et de la situation du Liban, alors que les négociations entre Libanais et Israéliens doivent avoir lieu demain à Washington. Voici ce que J.D. Vance a dit à propos du cas du Liban. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce que dès le départ, vous vous attendiez à ce que les Iraniens fassent du Liban un point aussi central qu'ils l'ont finalement fait? Et comment décririez-vous les avancées concernant le Liban? Je sais que M. Arakchi a parlé de très bons progrès, mais comment vous les qualifieriez? Oui, je dirais aussi que c'est un très bon progrès. Enfin, regardez, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu régional, non? On veut que le Hezbollah arrête de tirer sur nos amis en Israël. On veut que les Israéliens puissent vivre en paix. Et on veut aussi s'assurer que quand quelque chose se produit, ça ne dégénère pas en une escalade plus large. Donc je pense qu'on a été plutôt bon pour mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de désescalade. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que quand il se passe quelque chose, les 2 camps se parlent vraiment. Parfois, vous savez, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Un jeune officier envoie un drone sans l'autorisation du haut commandement. Bon, évidemment, Israël doit réagir à ça. Mais parfois, cette réponse pourrait en fait mener à une situation meilleure et plus pacifique si Israël réagit dans le cadre d'une discussion en cours entre le Hezbollah, le Liban, Israël et d'autres partenaires de la région. Jusqu'à hier, vers 16h, heure de Bergenstock, il n'y avait pratiquement aucun mécanisme pour avoir ce genre d'échange. C'est à ce moment-là que nous l'avons mis en place. Ce que nous essayons de faire, c'est d'affirmer d'abord qu'Israël
comme tous les autres pays de la région, a le droit à la légitime défense. Mais nous voulons aussi que ce droit s'exerce dans un contexte où l'on parle de désescalade, pas d'un engrenage qui ferait perdre tout contrôle à la situation. Parfois, ce qui se passe, c'est que si le conflit devient incontrôlable, c'est pire pour la défense de chacun et pire pour la sécurité de tout le monde. Donc, on a mis en place un processus pour éviter justement que cette escalade se produise. Et je dirais qu'on en voit déjà les résultats. Ces dernières 24 heures ont probablement été les plus calmes qu'on ait vues au Liban. Les 24 heures précédentes étaient déjà plutôt bonnes. Évidemment, il y a eu des tirs il y a environ 72 heures. Donc c'est un travail en cours. Mais ce qu'on a fait, c'est organiser l'opération de manière à s'assurer que dans l'avenir, la situation ne devienne pas incontrôlable. Oui, je pense que ce qu'il a dit est vraiment important, surtout quand il parle non pas de la légitime défense d'Israël, mais de la légitime défense de tout le monde. C'est un point clé, extrêmement important dans ce qu'il a déclaré. Et puis, l'autre point qu'il a soulevé est nouveau. Ils ont mis en place une unité de contrôle des conflits, ce qui n'existait pas auparavant. Ils ont aussi défini un nouveau mécanisme entre les États-Unis et l'Iran pour gérer la situation entre Israël et le Liban. Comment voyez-vous ces trois éléments dans ce qu'il a dit? Pour moi, tout ce qu'il a dit s'adressait encore une fois à un autre public. Mais le plus important, comme vous l'avez justement souligné, c'est que tout le monde a le droit à la légitime défense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi expliquer. Ça veut dire que, pour la première fois, les États-Unis ne se contentent pas de reconnaître le Hezbollah, mais reconnaissent aussi son droit à la légitime défense. Et surtout, ils ne parlent plus du Hezbollah comme d'une organisation terroriste, comme on l'entend toujours de la part des Américains. Au contraire, ils le considèrent comme un acteur, au même titre qu'Israël, dans ce qui se passe. D'ailleurs, Vance avait proposé de réunir les Israéliens autour de la table, et les Iraniens avaient accepté, à condition que le Hezbollah y soit aussi. C'est à ce moment-là que l'idée a été abandonnée. En fait, les Israéliens ne veulent pas parler à Hezbollah. Ils veulent parler au gouvernement libanais. Et Hezbollah, de son côté, n'est pas sûr d'accepter de parler aux Israéliens, sauf si c'est sur un pied d'égalité pour leur demander de se retirer du Liban. Mais un dialogue direct, ça n'arrivera jamais. Ce qu'on entend ici, c'est que les Américains défendent Hezbollah, au lieu de faire ce qu'ils ont toujours fait depuis la création de Hezbollah en 1982, après l'invasion israélienne du Liban, une guerre que j'ai couverte sur le terrain. Autrement dit, on reconnaît que Hezbollah existe, que c'est un parti, qu'il a le droit de se défendre. Et cette fois, les Américains défendent Hezbollah en empêchant les attaques israéliennes pour que Hezbollah puisse continuer d'exister. Et ce dont on parle en détail aujourd'hui, c'est que l'on entend les Israéliens et les Libanais discuter d'un retrait du Hezbollah de certaines provinces. Même si les Israéliens réclament des provinces qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils n'ont jamais occupées, ils essayent de jouer sur des zones au nord du fleuve Litani. Mais même cela veut dire qu'ailleurs dans le pays, le Hezbollah est toujours là. Donc, quoi que fassent les Israéliens aujourd'hui, même Israël reconnaît la continuité de l'existence du Hezbollah au Liban et la présence d'un acteur armé hybride qui va continuer d'exister parce qu'il fait partie de la société libanaise et qu'Israël a échoué à le vaincre ou à le désarmer.